Il y a un moment dans chaque relation anxieuse, évitant où le partenaire anxieux finit par céder, pas avec des cris, pas avec des supplications, mais avec le silence, un silence si profond qu'il semble aspirer l'air hors de la pièce. Pendant des mois, parfois des années, le partenaire anxieux a vécu dans une tempête émotionnelle, rapproché un instant, repoussé l'instant d'après, nourri de miettes d'affection, tout en offrant des festins d'amour inconditionnel, excusant la froideur, justifiant la distance, se convainquant, si j'aime plus fort, peut être qu'il restera. Ah, mais la vérité les ronge dans l'obscurité. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la survie. Et puis, un jour, tout bascule. Ce n'est pas l'effondrement habituel. Plain d'alarmes, pas une nouvelle supplication désespérée de Constance. C'est autre chose. C'est de la clarté, froide, tranchante, implacable, le moment où leur instinct de survie dépasse enfin leur système d'attachement, le moment où ils réalisent protéger leur santé mentale compte plus que sauver la relation. Cette vidéo ne parle pas seulement de rupture, elle parle du champ de bataille psychologique caché du partenaire anxieux, de la souffrance qu'il endure, du point de rupture qui brise l'illusion et du départ silencieux, définitif, qui laisse l'évitant stupéfait. Si vous avez déjà aimé quelqu'un qui s'enfuyait chaque fois que vous vous approchiez trop, si vous avez déjà donné tout votre cœur à quelqu'un qui ne vous en offrait que des morceaux, alors, cette histoire est la vôtre. Restez avec moi car à la fin, vous comprendrez non seulement pourquoi le partenaire anxieux finit par partir, mais aussi pourquoi il ne revient jamais le même. Chaque relation anxieuse, évitant, commence par une étincelle. Le partenaire anxieux ressent une attraction enivrante, une connexion profonde qui semble presque fatale. L'évitant, au début, autorise juste assez de proximité pour allumer l'espoir. Et ainsi, le cycle commence. Un jour, l'évitant s'approche tendre, vulnérable, peut être même aimant. Il partage un secret. Il baisse la garde. Il offre au partenaire anxieux juste assez de chaleur pour croire oui, c'est réel. C'est sûr. Oh, mais le lendemain, la chaleur disparaît. Les messages restent sans réponse. L'affection se refroidit. Sa présence s'évapore comme de la fumée. Le partenaire anxieux est laissé en plein vertige émotionnel, attiré, puis repoussé, encore et encore. Ce n'est pas seulement de l'inconstance. C'est une confusion si aiguë qu'elle entaille leur perception de la réalité. Le partenaire anxieux commence à se demander: ai-je fait quelque chose de mal? Ai-je trop parlé? Perdant-il de l'intérêt? Ou sont-ils simplement occupés? L'esprit humain a soif de schémas, et alors le partenaire anxieux devient détective. Il cherche des indices dans le ton, dans le timing, dans le silence. Il repasse les conversations comme des bandes de scènes de crime. Désespéré de décoder le mystère, les psychologues appellent cela le cycle poursuite-retrait. L'évitant craint l'intimité. Alors, il recule. L'anxieux craint l'abandon. Alors il avance. Et plus l'un poursuit, plus l'autre fuit. Mais pour le partenaire anxieux, chez la semble personnelle. Cela ressemble à du rejet. Et le rejet, pour quelqu'un câblé avec un attachement anxieux, est une agonie. Alors il redouble d'efforts. Il verse encore plus d'amour, plus de réassurance, plus d'efforts, espérant, priant que la constance finisse par apparaître, mais la constance ne vient jamais. Seulement le même rythme étourdissant proximité, distance, proximité, distance, c'est un coup du lapin émotionnel, des montagnes russes sans harnais de sécurité, et lentement,
Cela commence à éroder le sentiment de valeur du partenaire anxieux. Ils se disent, si je peux juste les aimer assez, peut-être que je serai enfin suffisant. Ça est, mais l'amour, dans cette dynamique, est devenu moins une source de joie et davantage une question de survie. Quand l'amour fait mal, le partenaire anxieux ne s'en va pas, il rationalise. Il explique, il trouve des raisons d'endurer la douleur. Parce que partir signifierait affronter la terreur au cœur de son système, d'attachement la peur de l'abandon, alors ils se racontent des histoires. Ils sont juste stressés par le travail, ils ont été blessés avant, c'est pour ça qu'ils se referment. Si je leur donne du temps, ils finiront par s'ouvrir et peut être la plus dangereuse de toutes. Si je les aime assez, je peux les guérir. Aïe, cette auto-narration n'est pas de la faiblesse, c'est de la survie. Le partenaire anxieux essaie de protéger le lien à tout prix, même si cela signifie sacrifier la réalité pour l'illusion. Les psychologues appellent cela la dissonance cognitive, la gymnastique mentale que nous pratiquons pour faire entrer des vérités contradictoires dans un même récit. Le comportement de l'évitant crie distance, mais le cœur de l'anxieux réclame de la proximité. Pour combler l'écart, ils réécrivent l'histoire jusqu'à ce que la douleur ressemble à une preuve d'amour. Ils ignoreront des signaux d'alerte qu'ils n'auraient jamais tolérés chez personne d'autre. Le manque de respect est excusé comme des blessures émotionnelles. Le silence est reformulé comme un besoin d'espace. Même le retrait est peint comme une épreuve pour tester combien je tiens à eux. Dans cette réécriture de la réalité, le partenaire anxieux devient à la fois l'amant et le thérapeute. Il offre des quantités infinies de réassurance, de patience, de pardon. Il se déverse comme un océan tout en ne recevant que des gouttes en retour. Mais voici la tragédie, chaque rationalisation resserre le piège. Le partenaire anxieux se convainc de rester un peu plus longtemps, d'endurer un peu plus encore. Et ce faisant, il commence à perdre de vue où l'autre se termine et où il commence lui-même. L'amour devient auto-effacement, leurs besoins sont réduits au silence, leurs limites deviennent floues, ils s'accrochent à la fantaisie de ce que l'évitant pourrait être, au lieu d'affronter qui l'évitant est réellement. Évincé, les rationalisations se multiplient jusqu'à ce que le partenaire anxieux porte non seulement son propre poids émotionnel, mais aussi le fardeau de justifier l'incapacité de l'autre à les aimer pleinement. Les rationalisations peuvent maintenir une relation en vie, mais elles ont un coût dévastateur. Pour le partenaire anxieux, le prix n'est pas soudain, il est progressif, une lente érosion de soi. Au début, cela se manifeste par des nuits agitées fixant le plafond. Rejouant les conversations, analysant les silences, chaque message sans réponse devient une tempête mentale. Chaque délai devient un rejet ressenti. Le système nerveux est détourné, oscillant entre espoir et désespoir. POS, cela s'infiltre dans le corps. L'anxiété devient fatigue. Les habitudes alimentaires changent. Les maux de tête s'installent. Un sentiment constant d'instabilité, comme si la vie elle-même n'était plus sûre. Car lorsque votre sentiment de sécurité dépend de quelqu'un qui vous repousse sans cesse, vous n'êtes jamais vraiment en paix. Mais la blessure la plus profonde est émotionnelle. Le partenaire anxieux commence à s'abandonner lui-même. Il réduit ses besoins au silence pour ne pas être trop exigeant. Il ravale ses maux plutôt que de risquer le conflit. Il arrête de demander de la réassurance car il a appris qu'il vaut mieux se contenter de miettes. C'est la famine émotionnelle de la dynamique anxieuse, évitant. Et pourtant, le partenaire anxieux continue de donner. Il est présent à chaque crise, chaque moment de vulnérabilité, chaque lueur de connexion. Il porte le poids émotionnel de deux personnes, croyant que, s'il tient encore un peu plus longtemps,
sa dévotion sera enfin reconnue, mais au lieu d'être appréciée, ses efforts sont souvent considérés comme acquis, sa patience infinie devient attendue, son pardon devient banal. Et ce qui ressemblait autrefois à de l'amour commence lentement à ressembler à de la servitude. Les psychologues décrivent cela comme l'auto-abandon, lorsqu'une personne sacrifie son propre bien, être dans l'espoir de préserver l'attachement. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la survie déguisée en dévotion, et la survie a ses limites, parce que peu importe combien le partenaire anxieux donne, les murs de l'évitant restent en place, le cycle de rapprochement-retrait continue, et les réserves de l'anxieux d'espoir, the patience, de force émotionnelle, commencent à s'épuiser, ils commencent à réaliser le prix de cet amour, c'est leur propre santé mentale, et quand le prix devient trop élevé, quelque chose en eux commence à basculer. Chaque partenaire anxieux a un moment, la goutte de trop, un événement déclencheur qui déchire l'illusion et les force à voir la relation avec une clarté brutale. Cela ne s'accompagne pas toujours de feux d'artifice. Parfois, c'est subtil, un téléphone qui ne sonne jamais quand ils sont en crise, une chaise vide lors d'un événement qui comptait énormément, une décision qui change tout prise sans leur avis, comme si leurs sentiments étaient sans importance, et à ce moment-là, quelque chose bascule, le partenaire anxieux ressent la douleur familière de l'abandon, la brûlure de l'invisibilité, mais au lieu de chercher une nouvelle rationalisation, au lieu de plonger dans un énième peut être qu'ils sont juste stressés, une autre voix s'élève en eux, une voix plus froide, une voix de survie, elle dit « assaise ». Ce n'est pas l'effondrement en larmes du passé, où le désespoir suppliait la constance, c'est de la clarté tranchante, implacable, indéniable, soudaine. Il voit le schéma des mois, des années à se rapprocher pour être repoussés, les miettes qu'ils ont acceptées tout en offrant des banquets d'amour, le cycle sans fin d'attente, d'explication. De pardon, et ils comprennent la vérité, leur patience n'a pas guéri la relation. Elle la entretenue, leur amour n'a pas été un remède. Ça a été une cage. Les psychologues appellent cela l'effondrement de la dissonance cognitive, le moment où les histoires qu'on se raconte ne suffisent plus à cacher la réalité qu'on fuyait, le partenaire anxieux voit tout. Clairement, peut être pour la première fois, ce n'est pas de l'intimité, c'est de l'inconstance. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la survie. Et la survie ne suffit plus. Le point de rupture n'explose pas dans la colère. Il ne vient pas avec des ultimatums. Il arrive en silence. Presque paisiblement, pas avec du feu. Mais avec de la glace, le partenaire anxieux ne pense plus « comment puis-je réparer ça ?» Il commence à penser « comment puis-je me libérer ?» Et à partir de ce moment-là, la relation est déjà terminée. Même si aucun mot n'a encore été prononcé, la fin a déjà commencé, l'événement déclencheur fissure le partenaire anxieux, et de cette fissure jaillit la clarté, pas celle qui réchauffe. Celle qui glace, ils commencent à voir la relation avec une honnêteté brutale, dépouillée des histoires réconfortantes qu'ils se racontaient autrefois. Ils voient que l'amour qu'ils donnaient inconditionnel, débordant, s'est transformé en complaisance. Ce qui paraissait être de la dévotion est, en réalité, devenu de l'auto-abandon. Ils réalisent que leur pardon n'était pas noble. C'était un schéma, que leur patience n'était pas une force, c'était une laisse qui les liait davantage. Et leur espoir, ce n'était pas une bouée de sauvetage, c'était une illusion. Les psychologues appellent ce moment l'effondrement du fantasme, d'attachement l'éclatement de l'illusion selon laquelle l'amour, donné sans fin, pourrait guérir quelqu'un qui refuse de l'être. Le partenaire anxieux voit clairement, ils se sont battus pour quelqu'un qui ne se battra pas pour eux.
Ils ont investi dans quelqu'un qui considère cet investissement comme un fardeau plutôt qu'un cadeau. Ils ont aimé quelqu'un qui ne peut pas ou ne veut pas les aimer comme ils en ont besoin. Cette clarté n'est pas bruyante, elle ne crie pas, elle ne rage pas. Elle est silencieuse, froide, finale. Parce qu'une fois que le partenaire anxieux accepte la vérité, il n'y a plus de retour possible. C'est comme si un voile avait été levé et chaque miette d'affection paraît désormais pitoyable. Presque insultante, chaque retrait ressemble moins à un mystère et davantage à un manque de respect, et le partenaire anxieux, autrefois désespéré de décoder le comportement de l'évitant, n'a plus aucune envie de décoder quoi que ce soit, parce que ce qui ressemblait autrefois à une énigme à résoudre ressemble maintenant à une perte de vie. C'est la clarté glaciale, le moment où l'amour cesse de ressembler à de l'oxygène et commence à ressembler à du poison. Et dans ce silence, une nouvelle question. Émerge une question qui change tout. Si c'est ainsi que l'amour se ressent, pourquoi suis-je encore là? Quand le partenaire anxieux décide enfin de partir, cela ne ressemble pas à ce que l'on imagine. Pas de porte claquée, pas de dispute enflammée, pas de dernière tentative désespérée pour être entendue. Le départ est silencieux, presque invisible. Parce que le partenaire anxieux n'a plus rien à donner, il arrête d'expliquer en quoi le comportement de l'évitant le blesse, il arrête de négocier pour obtenir des miettes d'affection, il arrête de répéter des discours dans sa tête, espérant que les bons mots perceront enfin la carapace. Le combat s'éteint simplement en lui, et ce qui le remplace, c'est la paix. Une résignation calme la relation ne deviendra jamais ce dont il a besoin. C'est le moment que les psychologues appellent le détachement, non pas alimenté par la colère, mais par l'épuisement, une déplétion totale de l'énergie nécessaire pour maintenir un lien déséquilibré. Tout commence petit. Subtil, il ne court plus après quand l'évitant se retire, il n'analyse plus les silences ni les signaux contradictoires, ils n'organisent plus leur vie autour des murs de quelqu'un d'autre. À la place, ils commencent le travail discret de désentrelacement, ils font des projets sans inclure l'évitant, ils renouent avec des amis autrefois négligés, ils redécouvrent des passions, des hobbies. Des parts d'eux-mêmes enterrées sous le poids de l'attente, ce n'est pas de la vengeance. Ce n'est même pas de la colère, c'est de la survie, parce qu'une fois que le partenaire anxieux atteint cet état d'indifférence, la dynamique s'effondre. Le pouvoir de l'évitant n'a jamais résidé dans la distance elle-même, mais dans la réaction du partenaire anxieux face à cette distance. Quand la poursuite cesse, le contrôle aussi. Pour l'évitant, ce silence est étrange, dérangeant. Ils ont l'habitude d'être poursuivis, mais pour le partenaire anxieux, cela ressemble à la liberté, et même si aucun mot n'a été prononcé, la relation est déjà finie. Le partenaire anxieux est parti d'abord émotionnellement, puis concrètement, et cette fois, il n'y aura pas de retour. Le premier signe que quelque chose a changé est subtil. Le partenaire anxieux n'annonce pas son départ, il ne déclare pas de rupture, il arrête tout simplement. Il arrête d'investir une énergie émotionnelle dans une relation qu'il a vidée, finit de décoder les silences, finit de réécrire les histoires pour que la distance de l'évitant ressemble à de l'attention, finit de mendier des miettes d'affection alors qu'il servait des banquets d'amour. C'est le début du retrait émotionnel. Les psychologues décrivent cela comme une réallocation consciente de l'énergie, quand quelqu'un cesse enfin de se vider dans un vide et commence à rediriger cette énergie vers lui-même pour l'évitant. Le changement paraît presque imperceptible au début. Le partenaire anxieux est toujours là, physiquement, mais la dynamique est différente. Quand l'évitant se retire, il n'y a plus de poursuite. Quand il envoie des signaux contradictoires, il n'y a plus d'analyse. Quand il montre une étincelle d'affection, elle ne suscite plus d'espoir fou. Elle est accueillie avec neutralité. Le partenaire anxieux a développé quelque chose de nouveau, l'immunité.
Cette immunité n'arrive pas du jour au lendemain. Elle se forge à travers des années de douleur, d'innombrables cycles de déception, mais une fois qu'elle apparaît, elle change tout, car désormais, le comportement de l'évitant ne dicte plus l'état émotionnel du partenaire anxieux. Le fondement même de la relation, le jeu du rapprochement et du retrait, de la poursuite et de la fuite, s'effondre et à sa place, le partenaire anxieux recommence à se redécouvrir. Il remarque toute l'énergie qu'il retrouve quand il n'attend plus anxieusement une réponse. Il réalise à quel point la vie est plus calme quand il cesse de gérer les émotions de quelqu'un d'autre. Il réapprend à aimer sa propre compagnie. Ce qui ressemblait autrefois à de l'abandon devient désormais de l'espace pour respirer, de l'espace pour guérir, de l'espace pour enfin se choisir, et ce basculement de l'obsession à l'indifférence, du désespoir à la neutralité, est le véritable commencement de la liberté. Le retrait émotionnel est la première étape, mais ce qui suit est encore plus puissant, le désenchevêtrement pratique, pendant si longtemps. La vie du partenaire anxieux a tourné autour de l'évitant. Les projets étaient faits en fonction de ses humeurs, les calendriers sociaux modifiés pour s'adapter à ses absences, les rêves mis en pause dans l'espoir qu'un jour, l'évitant serait enfin prêt. Mais maintenant, le partenaire anxieux commence à bouger autrement. Il fait des plans qui n'incluent pas l'évitant. Un dîner avec des amis, un week-end à l'extérieur, même des routines simples, lire, faire du sport, cuisiner, deviennent des actes de libération. Ce qui était autrefois de l'attente devient de la vie. Ils reprennent les passions qu'ils avaient abandonnées. La musique, l'art, l'écriture, le voyage des trésors enfouis sous des années de labeur émotionnel refont surface. Les amitiés, elles aussi, reprennent vie. Les conversations ne tournent plus autour de « que voulait-il dire quand il a dit ça ?» Elles se remplissent de rire, de partage, de reconnaissance avec des personnes qui voient leur valeur sans condition. Les psychologues appellent cela le réinvestissement en soi, rediriger son énergie d'un attachement à sens unique vers des activités et des relations qui apportent un véritable épanouissement, et peu à peu, le partenaire anxieux commence à bâtir un futur qui suppose l'indépendance, pas per amertume, pas per vengeance, mais par pure nécessité, car au fond, ils savent la vérité. Ils ne peuvent plus se permettre de construire une vie autour des murs de quelqu'un d'autre. Pour l'évitant, ce changement est étrange. Le partenaire anxieux n'est pas en colère. Il n'est pas dramatique. Il est simplement en train d'avancer. Silenciosement. Effacement. Les vêtements disparaissent des tiroirs de l'évitant. Les routines partagées s'effacent. Même les plus petits rituels, les textos du soir, les vérifications constantes s'éteignent doucement. Ce n'est pas une mise en scène, c'est une préparation. Le partenaire anxieux bâtit une vie capable de tenir debout seul, une vie où sa valeur, son bonheur, sa stabilité ne dépendent plus de la capacité d'un autre à être présent, et une fois ce désenchevêtrement entamé, il n'y a plus de retour possible, parce que ce qu'ils construisent désormais, c'est la liberté. Quelque chose d'extraordinaire se produit quand le partenaire anxieux survit au point de rupture et traverse le processus de désenchevêtrement. Il commence à développer ce que les psychologues appellent la sécurité acquise. Ce n'est pas l'absence de peur, c'est la maîtrise de cette peur à travers la répétition douloureuse, les cycles interminables d'espoir, de déception, puis de lâcher prise. Le partenaire anxieux a été forcé de développer de nouvelles compétences. Ils apprennent à s'auto-apaiser. Au lieu d'attendre un message pour calmer leurs pensées, ils découvrent des moyens de réguler leurs émotions, respiration, écriture, mouvement, connexion avec des personnes soutenantes. Ils apprennent les limites. Là où autrefois ils toléraient le manque de respect, ils le reconnaissent désormais instantanément.
Là où ils mendiaient de la constance, ils comprennent maintenant la constance n'est pas quelque chose que l'on devrait avoir à mendier. Et surtout, ils apprennent la valeur de soi. Pendant des années, leur estime a semblé dépendre de l'attention de l'évitant montant quand elle était donnée, s'effondrant quand elle était retenue, mais désormais, ce contrôle extérieur est brisé. Leur valeur n'est plus négociable. Ils voient qu'ils n'étaient jamais trop. Ils étaient simplement avec quelqu'un qui ne supportait pas la profondeur. Ils n'étaient jamais trop dépendants. Ils étaient simplement affamés. Ce basculement est révolutionnaire parce que maintenant, les anciennes stratégies de l'évitant ne fonctionnent plus. Le retrait ne déclenche plus la poursuite. Les signaux contradictoires n'inspirent plus d'analyse sans fin. Le silence ne crée plus la panique. Désormais, le silence n'est que du silence. La distance n'est que de la distance. Et ce qui ressemblait autrefois à un abandon insupportable devient de l'information la preuve que cette personne ne peut pas ou ne veut pas aimer de la manière dont ils ont besoin. C'est l'essence de la sécurité, acquise la capacité de rester émotionnellement stable malgré l'inconstance de l'autre. Et une fois que le partenaire anxieux atteint cet état, il devient fondamentalement incompatible avec l'ancienne dynamique anxieuse, évitant car ils ne veulent plus du chaos, ils ne confondent plus la douleur avec la passion, ils ne croient plus que l'amour doit être gagné par la souffrance. Ils ont découvert quelque chose de meilleur, l'amour sain. Et une fois que vous savez ce que l'amour sain fait ressentir, même si cela commence par l'amour de soi, vous ne pouvez plus jamais vous contenter de moins. Pour l'évitant, le départ silencieux du partenaire anxieux n'a d'abord aucun sens. Ils étaient habitués à un rythme prévisible, se retirer et le partenaire anxieux poursuit, envoyer des signaux contradictoires et le partenaire anxieux s'empresse de les décoder, offrir des miettes et recevoir de la gratitude comme si c'était un festin. Mais maintenant, le retrait est accueilli par le silence, les signaux contradictoires sont ignorés, les miettes restent intactes. Le partenaire anxieux ne joue plus son rôle dans l'ancienne danse. Et cela plonge l'évitant dans le choc. Au début, ils pensent que c'est une stratégie. Ils essaient de me manipuler. Ils reviendront. Alors, il intensifie et il se retire encore place pour voir si la poursuite reprendra. Il agite soudainement de l'affection pour tester si l'espoir renaît, mais rien ne se passe. Le partenaire anxieux reste impassible. Et c'est là que la panique s'installe, parce que l'évitant réalise une chose impensable. Il n'a plus le contrôle. Pendant des années, son sentiment de sécurité reposait sur une certitude, peu importe à quel point il se retirait. Le partenaire anxieux revenait toujours, mais maintenant, le cycle est brisé, et avec lui, son pouvoir. La désespération commence à transparaître. L'évitant peut contacter plus souvent, envoyer des messages tard dans la nuit, faire de grands gestes qu'il avait juré de ne jamais faire. Il peut évoquer des souvenirs communs, laisser entendre sa solitude ou soudain prononcer des mots d'affection retenus pendant des années, mais pour le partenaire anxieux, qui a acquis une sécurité gagnée, ces gestes sonnent creux, stratégiques, trop peu, trapped hard, et rien ne déstabilise autant l'évitant que l'indifférence, parce qu'elle signifie que le partenaire anxieux n'est pas seulement en colère, qu'il n'atteigne pas, mais qu'il a vraiment changé. L'évitant se retrouve face aux ruines d'une dynamique qu'il croyait éternelle, et pour la première fois, il doit affronter la vérité. Il n'a pas perdu son partenaire au profit de quelqu'un d'autre, il l'a perdu à cause de lui-même. Ainsi, le parcours du partenaire anxieux se boucle, du chaos du coup du lapin émotionnel, au point de rupture de la clarté glaciale, jusqu'au départ silencieux qui a réécrit son avenir. Ce qui ressemblait autrefois à de l'amour s'est révélé être de la survie. Ce qui ressemblait autrefois à de l'abandon est devenu de l'espace. Et dans cet espace, il a découvert quelque chose de bien plus puissant que l'affection éphémère de l'évitant.
il s'est découvert lui-même. Le partenaire anxieux ne poursuit plus, ne supplie plus, ne confond plus douleur et passion. Il a construit des limites, une estime de soi et le trésor le plus rare de toute la paix. Pour l'évitant, c'est un choc. Pour le partenaire anxieux, c'est une libération. Parce que la véritable fin n'est pas une perte, c'est une transformation. Et si vous avez vécu cette histoire, sachez ceci. Votre point de rupture n'est pas votre échec, c'est votre renaissance. L'amour ne devrait pas être gagné par la souffrance. L'amour ne devrait pas exiger que vous disparaissiez. L'amour sain existe et il commence par l'amour que vous choisissez de vous donner à vous-même. Ceci n'est pas la fin de votre histoire, c'est le commencement. Oh,